Salut tout le monde! Super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Heure dorée. Et tout d'abord, je voulais vous souhaiter bonne année 2022 avec beaucoup d'amour et de la santé. Aujourd'hui, je reçois Myriam, qui est technicienne en loisirs, mais qui fait aussi du cosplay. C'est de cette façon que je l'ai connue sur les réseaux sociaux, par le fait qu'elle fait des maquillages vraiment extraordinaires et aussi, par le fait même, elle travaille en résidence pour personnes âgées et ça a vraiment piqué ma curiosité. Donc, j'espère que cet épisode va autant vous charmer que moi lorsque je l'ai rencontré. Il se fait en 2 parties, donc je vous laisse à cette première partie. Je vous dis à bientôt! Puis de me dire aussi, comme mon père qui a toujours été super cartésien avec son métier et tout, il me disait, tu sais, faut pas que tu fasses comme les autres. Quand t'es pas comme les autres, on est tous différents. T'es pas plus... Plus ou moins bonne. Plus ou moins bonne que les autres, mais moi, je me comparais souvent aux autres qui étaient meilleurs que moi. Puis, mettons, au secondaire, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était la lecture. Lire des livres, ça, j'ai même encore aujourd'hui. TDA, beaucoup. La concentration. Puis là, on nous donnait des livres à lire, puis on avait des questions après. Puis moi, j'avais ma meilleure amie qui, en 1 semaine, elle lisait le livre. Puis tu sais, j'ai demandé tout le temps, as-tu commencé? Non. Fait que j'étais comme, elle n'a pas commencé, je commence pas. Puis tu sais, j'étais comme, bon, tu sais, elle a commencé, je vais commencer. Mais elle lisait le livre en 1 semaine. Moi, je lisais une page en 1 semaine. Parce que mon père me faisait comprendre, c'est que, tu sais, le prof te l'a donné il y a 2 mois. Tu sais, lis une page par jour, prends des notes. Mais moi, ça me faisait chier. Ça me faisait chier d'avoir à faire ça. Puis comme, pourquoi elle commence pas 1 mois d'avance, puis elle s'en souvient, puis... Le Mauve vous présente l'Heure dorée. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Heure dorée. Très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, je reçois Myriam Cherwati. Elle fait des reels cosplay body painting sur Instagram. Je l'ai connue, je pourrais dire, sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment été pour moi un coup de cœur de voir son talent et surtout de voir comment elle peut représenter toutes les cosplays qu'elle fait, la variété qu'elle a fait. Elle s'arrête pas juste à une sorte en particulier, mais elle touche vraiment différents personnages. Donc ça m'a vraiment arrêté, puis ça m'a vraiment donné le goût d'en connaître davantage. Puis, elle est aussi sur TikTok avec plus de 2000 followers. Donc, ça aussi, c'est venu me chercher. Je trouvais ça vraiment comme wow de voir qu'une personne, malgré qu'on pense tout le temps qu'on peut pas être populaire sur les réseaux sociaux, des fois au Québec, ben c'est pas le cas. On peut l'être si on fait des choses intéressantes, tout comme qu'elle fait. Donc, bienvenue. Merci. Merci de me recevoir. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire tout d'abord des real cosplay? Qu'est-ce qui t'a fait que t'as voulu faire ça en ligne? En fait, j'ai premièrement voulu faire ça pour moi à l'Halloween l'année passée. Au mois d'octobre, j'ai décidé de me pratiquer quand même assez tôt pour l'Halloween. Donc, j'avais acheté du maquillage. C'était quand même du maquillage assez cheap. Puis, je connaissais pas non plus... qu'est-ce qu'il fallait que j'achète nécessairement. Puis je me souviens, en fait, c'était le 12 octobre que j'avais commencé mon premier maquillage. Donc ça va bientôt faire 1 an. Ouais. Puis j'avais fait mon premier maquillage de clown, puis j'avais pris une photo, je l'avais mis sur Facebook. Puis là, j'avais eu plusieurs commentaires. Les gens trouvaient ça vraiment cool. Donc là, on était dans la thématique Halloween. La fin de semaine d'après, j'en ai refait un autre. Puis de fil en aiguille, j'en ai fait plusieurs, chaque fin de semaine jusqu'à l'Halloween.
Donc, au début, c'était juste de faire le maquillage, de faire des photos et de les mettre sur Facebook. Fait que c'était juste ça. Je les mettais même pas sur Instagram. J'avais pas de TikTok. J'avais Instagram, mais c'était pas du maquillage que je mettais dessus. C'était des photos personnelles, oui, de tous les jours. Puis, ton quotidien, tes sorties, exactement. tes événements, ces mes choses-là. déjeuners, puis tout ça. Puis, ben en fait, c'est plus après l'Halloween que je trouvais ça donc plate que l'Halloween soit terminé. Puis moi, j'aimais vraiment ça, faire ça. Donc là, je me disais, ben là, je vais-tu avoir l'air comme bizarre de faire des maquillages d'Halloween quand À l'Halloween longueur est d'année. fini? Ouais, c'est ça. À longueur d'année, j'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit, après l'Halloween, je fais quoi? Donc là, je me suis dit, ben il y a Noël qui s'en vient. Là, je me souviens que mon premier maquillage de Noël, c'était le Grinch. OK. Puis justement, quand je faisais des maquillages d'Halloween, j'ai commencé à... Après l'Halloween, je les ai mis sur Instagram, parmi mes photos de tous les jours. Puis j'ai commencé à suivre des gens qui faisaient la même chose que moi. Donc là, j'ai vu qu'ils faisaient des trucs pour Noël aussi. Fait que là, j'ai fait le Grinch. Après ça, j'ai fait d'autres maquillages de Noël, des elfes, des choses comme ça. Puis j'essayais de trouver qu'est-ce que je pouvais faire. Je faisais des squelettes de glace. J'essayais de trouver des thématiques de Noël. Puis bref, pour finir par faire des maquillages de n'importe quoi, n'importe quand ça me tente, j'ai fini par assumer cette passion de tous les jours et que j'aille pas me trouver une excuse de c'est l'Halloween ou c'est Noël. Donc, je me suis fait... vu que j'arrêtais pas de mettre des photos sur Facebook, je me suis dit, je veux pas non plus comme... gosser les gens qui... Bombarder qui juste veulent, de ça. C'est ça, puis je publiais quand même assez souvent, puis je voulais pas non plus... tout le temps publier puis être dans le fil du monde. Donc là, je me suis dit, pourquoi je me ferais pas un Instagram juste de ça? Donc là, j'avais supprimé toutes mes photos personnelles puis je me suis appelée Myriam Makeup. Puis là, j'ai mis mes photos de maquillage. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, je me suis fait un Facebook... Une page Facebook? Oui. Ouais, exactement, de maquillage. Puis c'est plus en suivant sur Instagram les gens qui faisaient des maquillages aussi, que là, je voyais, ils font aussi des TikTok. Ils font des Reels. Puis là, c'est comme ça que... De fil en aiguille, Ouais. T'as développé ton Instagram avec tes Reels et tout ça. Ouais, puis je voyais beaucoup ce que les gens faisaient aussi sur TikTok, puis je m'inspirais de ça. Parfait. Donc, c'est ça. Ah, mais c'est vraiment comme de te dire que tu pars d'une envie juste de te dire, je vais trouver mon déguisement d'Halloween. Oui, finalement, exact. ça en est devenu un passe-temps au quotidien. Oui, qui va bientôt faire 1 an. Puis pour vrai, j'ai jamais pensé que c'était un talent que j'avais en moi, même dans les Halloween passés avant. J'étais pas... Je me déguisais, mais je me concentrais sur mon déguisement, puis je me disais, tu sais, le moins de maquillage que ça prend, le plus facile ça va être, tant mieux. C'était plus sur le vêtement que sur c'est tout, ça, tout ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça, je me suis jamais dit, je vais prendre l'ambition de me faire un gros maquillage, tandis que là, c'est ce que je ferais. Fait qu'avant de continuer d'explorer ce super passe-temps qui est, pour moi, vraiment intéressant, parce que, comme je te dis, je trouve que tu explores vraiment toutes sortes de personnages. Merci. On va revenir à ton enfance. Oui. Donc, tu viens de... t'as grandi à quel endroit? T'es née à quel endroit? Moi, je suis née en Algérie. OK. À Alger, en Algérie, donc c'est la capitale de l'Algérie. C'est là que je suis née. Mes 2 parents sont algériens. Et puis, en fait, c'est assez cocasse parce qu'à l'âge de 20 jours, je suis partie vivre en Italie pour 2 ans. OK. Parce que, avant que je sois née, ma mère, mon père et mon grand frère avaient déménagé en Italie dans les années début 90. Puis ma mère est tombée enceinte de moi en Italie. Puis, comme toute la famille vient de l'Algérie, l'Italie, c'est pas très loin d'Algérie, l'Europe et l'Algérie, c'est proche. Donc, elle préférait, elle, retourner en Algérie pour avoir son accouchement, entourée aussi, elle, de sa famille, puis tout ça, ce qui est normal.
Donc, on est retourné en Algérie, je suis née. Et quand j'avais 20 jours, on est retourné en Italie. Fait que le support familial n'a pas été après la naissance, mais plutôt avant. C'est ça, exactement. Donc, puis on était partis pour vivre en Italie, sauf que question, je pense, de maladaptation ou plusieurs... il y a plusieurs raisons, je pense, que je comprenais pas dans le temps, que je comprends pas non plus, mais... L'avion a fait un détour, puis vous êtes arrivé au Canada. Non, on est retourné en Algérie. OK, vous êtes retourné en Algérie. Pendant 8 ans. Donc, c'est à l'âge de 10 ans que je suis venue au Canada. Fait que d'une certaine manière, on pourrait penser que tes parents n'ont pas voulu te priver de justement tes racines algériennes. Oui, ouais. Puis ça leur tient à cœur, eux aussi, étant des Algériens et fiers de l'être. Puis c'était juste pour eux normal d'aller accoucher, pour ma mère, en fait, d'aller accoucher de moi en Algérie pour que je sois algérienne. Donc, tu as grandi jusqu'à l'âge de 10 ans dans ton pays natal. Ouais. Comment c'était l'école là-bas? Comment ça se déroulait, ton enfance 0-10 ans? C'était plutôt... J'ai quand même eu une belle enfance, très, très naïve. Moi, j'ai vécu... j'étais heureuse, j'étais contente. Je voyais pas la tristesse du pays, tu sais, qu'on voit maintenant, puis que je sais dans laquelle j'ai pu vivre, mais que je m'en rendais pas compte étant jeune. Puis, merci mon Dieu, là, parce que... Est-ce que tu dirais que c'est ta famille puis tes proches qui faisaient en sorte qu'autour de toi, ça paraisse pas trop? Ou... Oui, j'étais bien entourée, j'avais une belle famille, tu sais, on faisait des activités. J'avais grandi en Algérie, c'était quand même un coin très... comment je pourrais dire ça? C'est quand même... c'est la ville... voyons, comment je pourrais dire ça? C'est la capitale. Donc, tu sais, c'est plus vivant. C'est un peu moins dangereux que les coins un peu plus éloignés de l'Algérie où ce que ça brassait un peu plus dans le temps. Mais, tu sais, dans les années 90, il y avait une guerre civile en Algérie. Donc, c'était les raisons pour lesquelles que mes parents cherchaient à partir vivre ailleurs. Tu sais, ils ont été en Italie, après ça, ils sont revenus en Algérie, mais après, il y avait des plans pour aller au Canada. Donc, pour eux, c'était principalement à cause que la vie en Algérie était pas assez... comment je pourrais dire ça? Sécuritaire? Oui, exactement. Ouais. Pour leurs enfants, puis pour eux. Ouais. Comparé à ce qu'ils avaient vécu aussi, eux, dans leur jeunesse, ma mère me racontait que dans sa jeunesse, à elle, c'était beaucoup plus sécuritaire que les années qui s'en venaient, puis qui sont... Donc, il y a eu les années noires, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé l'Algérie, que je ne veux pas m'avancer vraiment parce que, honnêtement, comme je vous dis, j'ai vécu dans la naïveté de tout ça. Puis, c'est sûr que maintenant, je pourrais chercher à comprendre plus. Mais il y a tellement de choses à comprendre que... Tu fais quand même un choix sélectif à un moment donné de dire sur quoi tu veux aussi apprendre, puis sur qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Ça m'a pas marqué au point de vouloir me renseigner à ce point-là. Puis en même temps, ça te garde peut-être des bons souvenirs. Exactement. Au lieu de peut-être changer tes souvenirs pour des mauvais. Oui, exactement. Là, t'en as des bons, fait qu'on sait bien les conserver comme ça. Ouais. Et t'es arrivée ici à l'âge de 10 ans, plongée dans la communauté québécoise. Ouais. Depuis plus de, maintenant, 10 ans aussi. Comment as-tu bâti ton identité culturelle? Ça s'est fait tout seul. Moi, depuis que je suis jeune, je pense que c'est justement à cause que mes parents m'ont fait voyager beaucoup, voir beaucoup de choses. Je suis comme un caméléon. Puis aussi le fait d'avoir vécu ça jeune, quand on est jeune, on s'adapte facilement. Mm-hmm. C'est pas toutes les jeunes, mais moi, je m'adaptais super facilement. Je devenais une éponge, puis mon premier jour d'école, j'arrivais chez nous, puis j'étais comme là. Puis ma mère était comme quoi? On parle pas comme ça. Fait que ça s'est vraiment fait tout seul. En Algérie aussi, tu sais, comme je vous ai dit, je vivais un peu naïvement parce que mes parents aussi avaient les moyens. On avait... on écoutait la télé française, on voyait qu'est-ce qui se faisait ailleurs.
on a voyagé beaucoup aussi. Quand on était en Algérie, on voyageait. Ça arrivait qu'on allait voir ma tante en France. Donc, j'ai pas été dépaysée. Même que, au contraire, j'étais un peu déçue parce que moi, je m'attendais d'aller vivre dans un igloo. Puis, je trouvais ça... comme... il y a des maisons puis des rues comme partout ailleurs. Tu t'attendais voir des orignales traverser pas mal n'importe où, n'importe quand, arriver avec nos chemises carottées, toute la patente, là. De ce qui dépayse le plus, je vous dirais, c'est vraiment la langue, les gens qui parlent vite au début, là. Mais on s'adapte rapidement, là, surtout quand on est jeune. Ouais. Ben, je trouve justement que la barrière de la langue, même quand on parle la même langue, ça se peut que juste l'accent puisse amener une barrière, mais que finalement, c'est juste à l'oreille. Puis à force de l'entendre, on finit par... On s'habitue, C'est ça. Ouais. Moi, même chose quand je vais en France voir mes cousines, j'arrive là-bas, j'ai mon accent québécois, mais ça prend une semaine que j'ai un accent français, même pas, tu sais. Puis là, je parle, puis même quand je vais dans les épiceries là-bas, là, ils pensent... La première fois, ils savent très bien que je suis québécoise. Mais après une semaine, ça peut être confondant, parce que ça vient vraiment comme naturel. Ouais. Parce que même mon père, sa sœur l'appelle, il répond au téléphone, il a tout de suite l'accent. Il raccroche, il a un accent québécois. C'est comme lui, c'est vraiment, là, tu tournes une page. Ouais. Ben, moi, c'est la même chose, en fait, quand je parle à mes amis, quand je parle à mes parents. J'ai pas le même... le même accent parce que j'ai l'habitude de parler à cette personne-là de cette façon. J'ai l'habitude de parler à mes parents de cette façon-là. Puis aussi, tu sais, mes parents, ils me chicanaient si ma mère, je l'appelais maman au lieu de maman. Tu sais, elle trouvait pas ça beau. Fait que je me forçais à dire maman, mais tu sais, devant mes amis, j'étais comme maman. Pour aller voir ma mère. Fait que c'est... Fait que dans le fond, tu changeais aussi ton accent, on pourrait dire, avec tes amis. Ça se faisait naturellement. C'est ça que je remarquais, puis que les gens remarquent aussi. Même moi, en fait, je le remarquais pas parce que ça se faisait tellement naturellement que je le remarquais pas. Okay. Puis en fait, c'est les gens qui l'ont remarqué, qui me disaient « Ah, comme la façon que tu parles n'est pas pareille. » J'étais comme « Ah ben oui, mais je parle à ma mère. » Puis la transition entre l'école de là-bas et arriver ici, au Québec, au niveau des matières, de l'enseignement, est-ce que pour toi c'était facile ou un défi? En fait, ça a été quand même assez facile grâce à mes parents qui ont préparé le fait qu'on s'en venait au Canada, au Québec. En fait, ils savaient qu'on allait partir ailleurs dans le monde. Mon père, il était convaincu. Donc, j'allais à l'école en Algérie, il y a de l'école publique et il y a également l'école privée. Donc, l'école publique en Algérie, c'est l'école arabe. OK. Principalement en arabe, les matières arabes, le système scolaire arabe au complet. On a des cours de français quelque temps, un peu comme les cours d'anglais. T'sais, une fois par semaine, tu as des cours de français à l'école arabe. Mais toutes les matières sont en arabe. Okay. Et il y a aussi les écoles privées qui sont des écoles françaises avec le système français. Donc là, c'est la CE, si je me souviens CM1, pas... CM2, exactement. ces affaires-là. Je n'ai aucune idée de l'ordre. Moi, j'ai juste CM1, CM2 que je connais, puis le reste, je le sais pas. Donc, c'est ça le système des écoles privées en Algérie. Les cours se donnent en français, donc c'est du français. Puis, vu que c'est en Algérie, là, on avait des cours d'arabe dans la semaine. Okay. C'était comme le contraire. On avait beaucoup moins d'arabe, beaucoup plus de français. Okay. Donc, avant de venir ici, j'allais dans une école française, comme quelqu'un qui va à l'école en France. Ce qui fait qu'en venant ici pour l'école, j'étais pas trop dépaysée. Non, pas du tout. Même que en arrivant ici, il y en a beaucoup qui sont surclassés d'école ou d'année, pardon. Mm-hmm. Moi, c'est ce que mon père aurait voulu que je fasse. Donc, en arrivant ici, j'étais supposée être en 5e année du primaire. Okay. Mais je suis rentrée en 6e année du primaire. Selon mon âge, j'aurais dû être en 5e année. Donc, j'ai été en 6e année. Puis, la matière, moi, ça allait trop vite pour moi.
moi, je suis quelqu'un qui était de H aussi, puis là, je venais de changer plein de choses, puis ça allait vite, là, l'accent, tout allait vite. Donc là, j'ai redoublé ma 6e année, parce que de toute façon, j'aurais pas passé. Mais là, j'étais dans mon année normale. J'étais comme... T'as repris le cours normal Oui, sinon, j'aurais toujours été comme dans les... un an plus jeune que tout le monde. J'aurais eu comme un an d'avance sur les autres. Ouais, en effet, c'est ça. Ce que j'ai pas. Parce que je l'avais pas non plus, là. Fait que dans le fond, même s'ils t'ont rentré comme un an d'avant, ben sur une année supplémentaire, ça s'est quand même rééquilibré. Ouais, j'ai juste jamais fait de 5e année. J'ai fait 2 6e années. Ben oui. C'est ça. À la suite de ton primaire, t'as fait ton secondaire. Oui. Tu t'es enligné vers quoi au niveau professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à faire un choix au collège? Au secondaire, je savais pas tout qu'est-ce que je voulais faire au cégep. Rendu au cégep, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire au cégep non plus. Donc, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait comme un âme artiste. Là. J'ai toujours été un peu artiste sans vraiment être bonne, là, excellente en dessin, tout ça. C'est juste ma matière préférée. C'était l'art plastique. Là où j'excellais, c'était en art plastique puis en éducation physique. Fait que moi, il n'y avait pas question que j'aille en sciences nature. De toute façon, j'avais pas les maths fortes non plus pour le faire. Puis... Donc, tout de suite après le cégep, tout de suite après le secondaire, pardon, j'ai été au cégep en art plastique. J'ai fait 2 ans d'art plastique. C'était un cours préuniversitaire de 2 ans. Puis après mes 2 ans d'art plastique où j'ai eu vraiment du fun, je savais pas non plus qu'est-ce que je voulais faire à l'université parce que t'es supposé à l'université soit pour aller comme en graphisme ou prof d'art ou poursuivre tes études en art. Mais moi, j'avais pas cette... Même durant mes cours en art, je trouvais que comparé aux autres étudiants en art avec moi, j'étais pas un artiste. T'sais, j'étais comme... Ils sont sur la coche, là. Ils ont du talent, puis il y avait des gens, là... Même le physique d'un artiste, j'allais avec des gens... moi, j'étais comme, je suis pas un artiste, donc... Toi, tu te considérais l'intrus dans la gang. Oui. J'avais quand même des bons amis, mais j'étais pas celle qui était douée, la meilleure en dessin. Il y en avait qui étaient vraiment bons, là. Ce qui te retenait, c'était ta passion. Oui, mais en même temps, je l'ai perdu. Ça m'a découragée de voir, je sais pas comment expliquer ça, là. On dirait que cette phase-là, je me suis vraiment dit, je suis pas une artiste. Après ça, ces 2 ans d'art, j'ai été en sciences humaines, individu. Je me suis dit, mon art doit être plus... dans la psychologie, j'aimais beaucoup ça, la psychologie, aider les gens. Fait que je me suis dit, je vais m'en aller là-dedans. Fait que, j'ai étudié en sciences humaines individu. J'ai étudié en sciences humaines monde. Puis, aucun m'a plu. Après ça, j'ai découvert que ça existait, le loisir. En fait, j'ai voulu prendre un an sabbatique parce que je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Là. J'étais comme perdue à ce moment-là, dans ma vingtaine, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je me souviens que j'avais vu un programme Katimavik, qui n'existe plus malheureusement, mais il doit y avoir autre chose en ce moment. Ça a été un programme où que les jeunes, dans la vingtaine justement, s'inscrivaient, partaient quelques mois dans l'Ouest canadien pour... justement, se chercher, faire des travaux. Expériences de travail. Exactement. Puis, moi, j'étais convaincue que ça allait m'aider à me trouver. Sauf que pour faire ce programme-là, ça prend quand même des sous. Donc là, j'avais demandé à mon papa de m'aider pour aller là. Puis moi, mon père, qui est physicien nucléaire, pour lui, les études, c'est ce qui est le plus important au monde. Très droit, très cartésien. Il était comme, non. Tu vas pas là. Il dit, tu feras ça plus tard, quand tu auras fini tes études, tu pourras voyager. Puis j'étais comme, mais non, ça sert à ça, c'est un programme pour les gens qui ont 20 ans. Il dit, oui, il va y avoir des programmes pour les gens qui ont 30 ans, les gens qui ont 40 ans. Il y a des programmes pour tous les âges, inquiète-toi pas. Fait que j'étais vraiment déçue, honnêtement, de pas pouvoir faire ça. J'étais comme fâchée après mon père, puis ça m'avait fait quelque chose pour finalement réaliser que cette peine-là, je l'ai retournée. Moi, je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Puis là, j'étais comme, moi, je vais aller étudier. S'il veut que j'aille étudier, je vais aller étudier. Mais je vais aller étudier pour être la personne qui part avec ces gens-là faire ce programme-là. Je te laisse, c'est qui est en arrière de ça.
J'étais comme, oui, il y a des gens qui le font comme les étudiants, mais il y a des gens qui le font comme travaillants, intervenants. Donc là, j'ai vu ça, j'ai regardé les intervenants, travailleurs sociaux. Là, j'ai vu technicien en loisirs, récréologue que j'avais vu, qui organisait le programme. Donc, c'est vers là que j'ai regardé les possibilités, puis je suis tombée sur la technique d'intervention en loisirs, parce que je connaissais vraiment pas ça avant. Ça me fait penser, une de nos amies, justement, elle est une artiste comme toi dans l'âme, puis au même moment, elle aussi, elle s'est cherchée à se disant... Puis c'est drôle que tu dises, ton père était cartésien, puis il faut l'artiste, tu sais, comme... Non, faut que tu fasses tes études. Elle aussi, même principe, tu sais. On dirait que... Est-ce que c'est tout le monde artistique ou peut-être que les parents ont de la misère à se dire go, tu sais, c'est-tu parce que on a de la misère à voir peut-être la possibilité de réussite quand on est jeune, de se dire que les parents, des fois, ils disent non, retourne à l'école, assure-toi d'avoir un plan B. Ouais. Ben, c'est ça, on réalise beaucoup de choses en grandissant. Là. Moi, une chose que mon père m'a fait réaliser ça parce que oui, je me considère maintenant comme une artiste avec tous les maquillages que je fais et tout ça, mais j'aurais pas voulu me concentrer juste là-dessus puis me dire je vais vivre de ça puis je vais essayer de vivre de ça ou de mon art ou de ma musique. Ça m'a quand même poussée à me dire, tu sais, je veux un travail concret, les personnes qui vont à Katimavik, qui y va avec eux, puis vraiment d'avoir trouvé les techniques d'intervention en loisir, ça m'a tellement permis d'exploiter aussi mon côté artistique dans mon métier. Fait que c'est ça qui m'a fait réaliser que, tu sais, oui, tu peux être un artiste, mais tu peux être un artiste médecin. Exemple, là, c'est un peu plus difficile là, d'être... Au fond, tu cherchais à joindre ton art à une passion humaine. À une passion humaine, oui, puis à aider les gens, puis tu sais, je pensais pas vivre de mon art, là, non. Je me considérais comme quelqu'un d'artiste, mais bohème, je sais pas comment expliquer ça. Pas artiste, genre, je fais... Artisan. C'est ça, artisan, oui. J'adore fabriquer de mes mains, j'aime ça, créer des affaires, mais... Mais tu sais, en même temps, tu nous parles de ça. On a un des amis à Claudine qui est cardiologue, mais qu'en même temps, c'est un gamer aussi. Oui. Fait que tu sais, on se dirait que quand on était petit, on se faisait dire non, faut que tu aies à l'école, mais mets ta passion de côté, alors que c'est possible. Tu sais, lui, il est très sérieux dans son domaine en cardiologie. On s'entend, t'as pas plus sérieux que ça, là. Oui. Mais c'est un grand gamer aussi, là. Puis il adore ces jeux vidéo. Fait que tu sais, c'est toujours possible de faire un emploi, un ouvrage, mais d'avoir sa passion en même temps, puis de la respecter. Je pense que c'est juste ça que nos parents veulent nous impliquer. C'est parce qu'ils... C'est par amour, en fait, qu'ils nous disent ça. Mais moi, si j'avais des enfants qui étaient super artistes, je leur dirais d'aller avoir un diplôme puis de faire leur art par la suite. Faut quand même avoir un plan B. Ouais, ça, c'est certain. Ta motivation, donc, là, t'as vu le poste, t'as vu les cours récréologue? Oui, le récréologue, c'est un bac. Il y a aussi la technique en loisir. Fait que c'est vers ça que tu t'enlignes. Oui, c'est vers ça que je me suis enlignée avant de me dire je veux faire le bac. Donc, j'ai fait ma technique en loisir, puis finalement, j'ai jamais voulu faire le bac en loisir. Mais... Puis pendant tout ton parcours scolaire, quels sont les défis que tu as dû relever? Justement, tu me parlais tantôt ton TDAH. Est-ce que ça, pour toi, à l'école, c'était un défi quotidien? Oui. Ben moi, en fait, comme je vous ai dit, je viens d'une famille arabe. Donc, pour qui le TDAH, ça n'existe pas. Eux, ils n'ont jamais connu ça. Okay. Ils n'ont jamais vécu ce diagnostic-là. On arrive dans un pays où on te dit ta fille est TDAH. Moi, c'était au secondaire. J'avais des rencontres de parents. Puis c'était, écoutez, monsieur, votre fille, il faut qu'elle prenne du Ritalin. T'sais. Ça n'a pas d'allure, là. Il faut qu'on la mette à l'autre bout de la classe pour pas qu'elle jase avec ses amis ou qu'elle dérange la classe. Donc... Puis mon père, il était super fâché d'entendre ça, puis il disait, tu vas te concentrer. Puis tu sais, je vais pas t'amener voir un médecin, là, il était là, tu vas te concentrer. Puis ça a juste été tout le temps ça. Fait que ça a toujours été ça qui me rendait plus... que c'était un défi pour moi. Mais, par exemple, tu
tu sais, j'ai beaucoup eu de la difficulté, là. Au secondaire, là, j'avais de la difficulté à passer mes cours. Mon père était dans le comité des parents, comité scolaire, là, je sais pas quoi. Donc, tous les profs le connaissaient. J'allais dans une école privée. Fait que l'école privée où j'allais, si la note de passage, tu l'avais pas dans plusieurs cours, t'étais mis à le dehors parce qu'il fallait qu'ils gardent leur réputation de bons élèves. Mhm. Donc, ça me mettait beaucoup, beaucoup de pression. Puis, surtout... Oh mon Dieu, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Quand je vous dis, tu sais, je suis TDAH, puis tu sais, moi, je parle beaucoup, j'aimais beaucoup, pendant les pauses, parler avec mes amis, puis j'oubliais d'amener ma calculatrice pour mon cours de maths. Mais à cette école-là, ben, on avait des billets d'oubli de matériel à faire signer par nos parents quand on oubliait un matériel. Puis si on n'avait pas fait signer la feuille, on avait une retenue. Donc, c'était très sévère comme milieu. Puis on dirait que, tu sais, Ça te correspondait pas. ça me confrontait beaucoup à mon TDA, mais par exemple, j'ai toujours réussi par réussir. OK. Est-ce que tu Puis- dirais que c'était un grand coup pour ton père, justement, qui interprétait comme ça, peut-être comme une attaque envers toi, quand le système québécois a dit comme on diagnostique TDAH? Je dirais pas ça, en fait. Mon père, il était fâché après l'école, après la personne qui a dit ça, en fait. Et je me souviens qu'il était fâché après moi, un peu, mais je me souviens... Tu sais, mon père, il me connaît depuis bien avant le secondaire. Ouais, c'est ça, le secondaire. Puis il sait, là, depuis que je suis tout petite, que j'ai le même comportement. Je suis pas capable de rester assis à table. Je bouge, je saute. Donc, tu sais, mon père, il le sait, là, que j'ai... T'as plus d'énergie que la moyenne des C'est enfants. ça. Pour lui, c'était mon caractère. Puis mon père, il croyait beaucoup, beaucoup, beaucoup en moi. Puis c'est pour ça que ça venait le chercher, c'est qu'il me disait, je le sais que t'es capable. Je le sais que si tu te forces, que si tu lis d'avance, que si tu te prépares. Puis c'est ça c'était ça sa plus grande frustration. C'est que moi, j'étais comme papa, ça me prend du Ritalin. Si tu veux que je réussisse, ça me prend ça. Mais lui, il était comme, non, je le sais que t'es capable. Fait que, ben, en fait, j'ai été capable. Puis, j'ai réussi mon secondaire sur les fesses, mais j'ai réussi par réussir. Puis mon cégep aussi. Puis comment tu vivais émotionnellement comme jeune qui avait des difficultés par rapport aux autres? Comment tu vivais ça au quotidien? Je le vivais pas, je le vivais pas mal. Moi, c'était plus la confrontation avec à la maison, tu sais, avec mes parents, d'avoir une mauvaise note. Mais moi, que mes amis, j'ai une mauvaise note, parce que j'avais vraiment une vie sociale, puis j'ai toujours eu une vie sociale très, très active, tu sais. Je me suis jamais sentie intimidée ou pas dans la gang. J'ai toujours été dans toutes les gangs. J'ai Ton côté caméléon qui revenait, là. C'est ça. Donc, c'était plus... Mes difficultés scolaires, je les vivais plus à la maison, face à, tu sais, comme la moyenne. Ah, ça me faisait capoter. La moyenne de la classe La versus moyenne de la note. classe versus la tienne. Puis, mais tu sais, par exemple, quand j'étais dans la moyenne ou que j'étais plus haut que la moyenne, j'étais donc fière de moi, puis j'étais donc bien contente. Puis là, je le voyais que j'étais capable, parce que cette matière-là, elle m'intéressait. Tu sais, là, je voyais plein de choses, là, je faisais des liens. Donc, j'ai un gros TDAH, Mhm. hyperactivité, manque de concentration. Mais je suis vraiment contente d'avoir jamais été diagnostiquée. C'est sûr, je serais diagnostiquée, puis je serais médicamentée à côté. Mais je le suis pas, puis je suis contente. C'est les autres qui m'endurent. Ouais, parce que, tu sais, nous, on finit par s'habituer. C'est ça, C'est je juste le les dis, autres, mais- les nouveaux, qui rentrent dans notre cercle, qui font comme « Ah, un peu spécial, Ouais, celle-là! ouais, c'est ça. Je pense que ça fait partie de la personnalité. » Voyant que l'art ne reflétait pas tes attentes, Mm. voyant que les sciences humaines ne t'approchaient pas non plus, qu'est-ce qui t'a encouragé à avancer, à continuer au niveau des études? Ben, les parents. C'est très Ouais, important. ça, ouais. On veut pas les décevoir. Puis, ben, j'ai toujours eu de l'ambition. Je me suis tout le temps dit, sans savoir quoi faire, que j'allais faire de quoi de bien, puis que j'allais aimer ça. Je me suis toujours dit, tu sais, je vais être quelqu'un d'important. Je vais être quelqu'un qui va...
je me suis dit, je vais être quelqu'un qui va changer le monde. Mais tu sais, je me disais ça me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je sais pas. Mais je le sais que je veux. Fait que c'est juste le... Je sais pas d'où ce qu'elle vient née, cette ambition-là de croire. Je pense que je croyais beaucoup en moi. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais, je vais finir par trouver. Je vais finir par trouver, c'est juste quelque chose de rare. Je sais que je suis quelqu'un qui est pas comme les autres. Je savais exactement tout ce que je voulais pas faire. Mais je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis ça m'a tellement fait chier pendant comme 2 ans de ma vie. Puis le monde, je leur disais, c'est parce que je l'ai pas encore trouvé. C'est juste, je vais le trouver. Là, on a juste pas le même temps, là, dans le tableau. Ça prend C'est juste ça. pas le même temps. Mais c'est un non catégorique pour les autres affaires, par exemple. C'est ça, tu le sais que c'est non. C'est ça ça. passe pas. C'est un peu comme quand on choisit notre clientèle, là, tu sais, en Ouais, intervention. ouais. Tu le sais avec qui tu veux ou pas C'est ça. t'enligner. Ouais. Avant de parler de ton métier présent, Oui. qu'est-ce qui a fait que la récréologie t'a charmé comme domaine? Ah, ben, au début, c'était comme de pouvoir aider les gens, comme un peu un travailleur social, mais au travers du loisir. C'est ça que je voulais. Après ça, quand je me suis inscrite en loisir, c'était vraiment contre toutes mes attentes, mais je suis tombée en amour avec mes profs, avec le programme. Déjà en première session, tu sais, on t'apprend tous les domaines que tu peux travailler dedans en loisir, puis là, ça te montre que t'as plusieurs portes d'ouvertes. Donc déjà ça m'avait rassurée au début. Parce que t'avais un inventaire, tu disais pas juste si je fais ça, je tombe absolument là. C'est ça, parce que moi aussi, j'avais, je pense, ce problème-là, que c'est pour ça que je voulais pas me dire, hey, je vais être hygiéniste dentaire. Parce que tu le sais, tu vas être hygiéniste dentaire si t'étudies là-dedans. Fait que tu sais que tu vas juste toucher à des dents le restant C'est de tes ça, jours. exactement. Puis ça me fait un peu capoter, là, de me dire, je vais faire ça toute ma vie. Peut-être que je vais aimer ça, mais peut-être pas. Mhm. En tout cas, fait que le loisir, ce que j'aimais le plus, c'est que le prof me disait, tu peux travailler dans le milieu communautaire, tu peux travailler dans le milieu social, ben c'est la même chose, là, mais tu peux travailler dans les écoles, tu peux travailler dans des résidences, tu peux travailler pour la ville, Mhm. tu peux partir à ton compte. Aussi. Ce que, tu sais, je veux dire, un hygiéniste dentaire peut pas nécessairement faire. Donc, c'est ça qui m'a allumé au début, c'est de voir l'éventail puis de me dire, hey, wow, tu sais, je vais regarder ça. Puis là, finalement, ben, au travers des études, on voit chacun des domaines où ce qu'on peut travailler, puis... La clientèle aussi. La clientèle, on voit toutes les clientèles. Donc, tu sais, ça m'intéressait beaucoup. Puis même pendant que j'étudiais en loisirs, je pensais pas que les personnes âgées, ça aurait été la clientèle. Moi, je me disais, ah, peut-être communautaire. C'est peut-être les enfants. Les profs me disaient beaucoup qu'ils me voyaient avec les ados. OK. Dans des écoles secondaires, tu sais. Donc, je me disais, ah, peut-être. Mais, donc, on fait des stages pendant notre programme, justement pour apprendre à connaître mieux les clientèles. Puis, c'est ça qui m'a fait allumer, là, sur... c'est le terrain aussi. Ouais, ben c'est une fois que tu es sur le terrain aussi, Ouais. La théorie, c'est beau, là, mais le terrain amène aussi une autre facette à nos études. Fait que le loisir aussi, tu sais, c'était un domaine aussi qui me permettait de laisser place à ma créativité dans plusieurs façons. C'est ça. Même au début, quand je me suis inscrite en loisir, je savais que j'étais quelqu'un d'un peu créatif, mais je savais pas que j'étais quelqu'un qui avait une animation, tu sais, qui aimait ça animer, puis j'ai découvert ça, puis je me suis dit, ah ben, c'est le fun. Donc, c'est ça. Avant de passer à ta profession, oui. Ça nous amène au moment doré. Donc, est-ce que tu as un fait cocasse ou un moment de fierté que tu as vécu pendant ton parcours scolaire que tu voudrais nous partager? Un fait cocasse, peut-être, mais je sais pas à quel point c'est cocasse. Moi, mon secondaire était un fait cocasse. Non, pas à ce point, mais en fait, c'est que j'étais dans... Tout mon secondaire, j'étais dans une équipe dans l'équipe de soccer de l'école. OK. En même temps d'être dans celle de la ville, en dehors de l'école. Donc là, on jouait avec d'autres écoles. C'était vraiment le fun. Mais je me souviens, on avait un coach de soccer, homme, puis on était une équipe de filles à
à l'école, je pense que j'étais en secondaire 3. Puis on faisait nos pratiques au gymnase de l'école. On était, tu sais, en short de sport, puis chandail de sport, tout ça. Puis on était tous en rond. Le coach expliquait quelque chose, puis tout le monde commence à s'asseoir. Puis moi, j'étais encore debout. Puis mon amie, elle fait juste me faire « assis-toi » en me tirant les shorts. Puis les shorts à terre, devant mon coach. Et toi debout. Quand t'es en secondaire 3, C'est gênant. c'est gênant. Tu sais, t'as pas le goût que ton coach... Ouais, la couleur de tes bobettes. Exactement. Pas ça que j'avais ce jour-là, en tout cas. C'est pour ça que ça m'a encore plus gênée. Fait que c'est... Il y avait des princesses. Non? C'est pas pour du soccer. Mais c'était vraiment gênant. Je me souviens que ça m'a rendu mal à l'aise après ça pour toutes mes pratiques, puis de revoir mon coach pendant une couple de semaines, là, jusqu'à temps que je fasse comme, tu sais, c'est correct, là, c'était juste drôle. Mais... Fait que pendant une couple de semaines, il y avait comme un froid, là, un peu quand tu rentrais dans ta classe, mais dans ton équipe. Mais en fait, c'était plus toi qui le vivais. Peut-être que lui, il avait passé outre. Tu sais, quand on est jeune aussi, les amis, ben, ils ont... Ah, t'en souviens? Puis, c'était drôle. Ils te le rappellent. Puis, oui. Hey, tu viens-tu la semaine passée? C'est ça. Te souviens-tu le mois passé? Puis là, ils lâchent pas. Puis là, Ils vont te surnommer Bobette tout le reste de l'année. Ou jusqu'à ton secondaire 5. Mais c'est pas mal ça, là. Si j'avais raconté un fait cocasse... Ça n'est pas devenu ton surnom? Non. Okay, non, je m'en suis sauvée. Au moins. Donc, est-ce que ton ami s'est excusé? Ah, ben oui. Ben oui. Je sais même pas c'est qui, en plus. C'est resté ton ami Je me par souviens la suite. juste que c'est arrivé. Ouais. C'est pas si c'était ton ami de gauche ou ton ami de droite, Non, mais ça s'est produit. Moi, j'ai juste senti le vent. C'est ça. J'étais bien, là, je suis plus bien. On fera pas de mauvais jeu de mots. On le dira pas. Ça nous amène maintenant à ta profession. Oui. Donc, technicienne en loisirs. Oui. En CHSLD. Mm-hmm. Comment tu trouves ça? Maintenant que tu as fait tes stages, tu as choisi ta clientèle, qu'est-ce qui t'a amené premièrement vers la clientèle personne âgée? Qu'est-ce qui t'a décidé à te dire, moi, je veux être avec eux? Moi, je pensais que je voulais être avec les enfants. Ben, les ados. Au début, j'étais les ados. J'étais comme, voyons, excusez. Les écoles secondaires. Puis j'avais fait un stage dans une maison de jeunes. Je me souviens, j'avais été... Première journée de stage auprès des adolescents. Puis je me fais demander « Hey, t'es de quelle école? Quelle année? Quel secondaire tu viens? » Je suis quelqu'un qui est très petit, qui a l'air... j'avais l'air d'être une cliente, en fait, de la maison des jeunes. Et non l'intervenante. Et non l'intervenante. Puis, tu sais, je sais pas... Moi, dans ma tête, comment je voyais ça... Je me voyais comme... Je pensais que j'allais avoir l'assurance d'être une madame du haut de mes... je sais pas, moi, j'avais peut-être 27 ans. J'étais comme, tu sais, j'ai pas 16 ans, puis c'est des gens de 16 ans, fait que je suis capable. Mais là, j'ai réalisé que, mon Dieu, ils sont donc bien grands, ils sont donc bien bâtis, il y en a qui ont de la barbe. Il y a même pas juste les gars, les filles sont plus grandes que moi. Ils ont pas de barbe, par exemple. Ils ont pas de barbe. Mais ils ont l'air plus vieilles que moi, d'un certain sens. Tu sais, je parle pas vraiment du visage, mais tu sais... Ah ouais. Juste par leur prestance, le fait qu'ils ont une tête peut-être de plus que toi. Exactement. Puis, tu sais, des fois même comme... Tu sais, maintenant, comment que les gens s'habillent, je veux pas avoir des préjugés, mais tu sais, juste ça m'a comme... C'était rendu que les jeunes m'intimidaient. OK. Fait que je pensais pas me sentir comme ça. Même, je me souviens, j'en ai parlé avec ma prof, puis elle m'a dit, tu sais, c'est de l'assurance. Puis, tu sais, t'es quelqu'un de drôle, tu sais, vas-y, fais des jokes, puis aie de l'assurance, puis, tu sais, tu peux être leur friend, ami, mais c'est ça, j'ai essayé de faire. Ça passait quand même bien, mais, tu sais, quand t'es ami, t'as pas l'autorité. Exact, ouais. Fait que, tu sais, moi, je voulais avoir je trouvais ça vraiment difficile, personnellement, d'avoir ce chapeau-là d'intervenant auprès des adolescents. Fait que travailler dans une école secondaire, tu sais, j'aurais vraiment trouvé ça le fun, peut-être plus tard, ce qui me permet encore de le faire, parce que
mon diplôme m'ouvre toutes ces portes-là. Donc, Exactement. peut-être que plus tard, je vais avoir cette assurance-là avec l'expérience. Mais, tu sais, c'est d'organiser les balles définissants, de regrouper les jeunes pour les Les sorties, les ouais. impliquer dans la vie sociale de l'école et tout ça. C'est quelque chose que j'aime, qui m'allume beaucoup. Mais c'est vraiment comment je me sentais auprès de la clientèle qui m'a fait Repousser, dire, repousser. pour l'instant, c'est un non. Peut-être C'était- ça va non, changer. c'est ça. Puis j'ai travaillé comme camp de jour, comme animatrice de camp de jour, qui est comme, je dirais, presque un passage obligatoire du technicien en loisir, là, mais presque tout le monde a fait ça. OK. C'est comme, tu sais, tu fais ton animation avec les enfants. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'avais des groupes de 7-8 ans. Ensuite, j'avais 9-13 ans. Puis j'ai réalisé que les enfants, pas ados, encore plus jeunes que les ados, c'est encore un gros non. Qu'est-ce qui t'a fait le gros non? Un peu comme on parlait tantôt, tu me parlais, je sais pas si c'était pendant que c'était allumé ou pas, mais tu disais que, tu sais, des fois, les enfants, c'est la patience que j'ai pas. Moi, c'est la patience que j'ai pas avec les enfants. Puis c'était peut-être aussi le fait que ça soit un camp de jour. Tu sais, ils sont pas à la maison. Il y en a qui sont obligés d'être au camp de jour, qui veulent pas être au camp de jour. Moi, l'arrogance... J'étais dans un coin où je travaillais de camp de jour, où ce que je dirais que c'était des enfants rois qui habitaient dans ce coin-là. On va se le dire, tu sais, il y a des coins. Oh ouais, il y a des secteurs C'est ça. plus développés d'enfants Ouais. rois que d'autres. Puis, tu sais, je me trouvais à souvent faire la discipline, essayer d'être fine. J'aimais pas ça. Ça me confrontait beaucoup à beaucoup de choses. J'ai pas... Moi, ça m'énerve un enfant qui crie. Je comprends Ouais. qu'on est au camp de jour, mais tu cries, c'est le fun, mais à un moment donné, c'est comme... Arrête! Ben, moi, je me souviens, quand on était jeunes, mes parents disaient souvent, quand on crie, c'est parce qu'il y a un danger. Le jour que tu vas Exactement, moi crier- Là, tu aussi. cries tout le temps, là. Fait que Ouais. le jour où tu vas être en danger, tu vas te mettre à crier, on ne criera pas. C'est ça. Fait qu'arrête de crier. Fait que moi, encore aujourd'hui, c'est la même affaire Ouais. pour les jeunes, tu sais. J'ai été élevée d'une façon quand même... J'ai vécu vraiment une belle jeunesse, mais mes parents ont quand même été stricts sur certaines choses, ce qui fait qu'en grandissant, ça me gosse, puis je comprends pas que les enfants soient pas comme moi j'ai été éduquée. Puis en même temps, je veux pas les éduquer, ils ont leurs parents. Ça aussi, c'était autre chose. C'est pas ta tâche non plus de les éduquer. là. Exactement. Puis quand on travaillait au camp de jour, ben on faisait affaire avec les enfants, mais aussi les parents. Mhm. Puis ça non plus, j'aimais pas ça. Des fois, les parents sont pires que les enfants. Des fois, les Ou parents tu comprends sont pourquoi pires. l'enfant est de même. Oui, oui. Tu sais, moi, me faire crier après parce que ton enfant, il a un coup de soleil, j'étais comme, je m'excuse, on n'a pas le droit de le toucher, il faut que tu apprennes à ton enfant de mettre de la crème solaire. Mais tout ça, j'ai pas la patience pour les enfants. Fait que les personnes âgées... Non, mais je te comprends parce que, tu sais, quand j'ai commencé comme éducateur, j'ai essayé la DPJ. Ouais, Mais tu sais, des fois, un enfant qui était une victime, c'est une chose, mais un enfant qui était là parce qu'il était hors de contrôle dans sa famille, c'est une autre chose, là, tu sais. C'est pour ça que je préférais mieux les délinquants. Les délinquants, au moins, t'avais leur juste que ouais. ils Il a étaient commis là un parce qu'ils ont crime. commis un délit, fait que, tu sais, ils étaient plus disciplinés, mettons. Ouais, c'est sûr. Puis en Ouais. même temps, je pense que c'est normal que quand tu es jeune et que tu es proche de ta clientèle en âge, de se séparer d'eux dans notre rôle d'expert aussi. Tu sais. Mhm. Ouais, ouais. Puis si Puis- ça, des fois, c'est dur. Je trouve que ça, c'est des fois dur à atteindre quand on n'a pas trop l'écart d'âge. Ouais, Que eux aussi, ils ont de la misère à te voir ouais. comme un expert. Ils Ouais. te voient vraiment. Puis comme tu dis tantôt avec ta grandeur, oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, toi, Mhm. dans une foule au secondaire, il y a des chances que tu te fasses dépasser de 2 têtes un Ouais, peu ouais. partout. Là, Faut tu que sais. faut que j'aille vraiment une prestance. C'est ça. Faut être la drive, une prestance, Puis si tu veux te démarquer c'est d'eux. ça. là. Puis tu sais, j'en ai connu des petites profs là, de 5 pieds, tout petites, Mhm. mais tu sais, qui ont été de prestance, puis qui sont tu sais, ils parlent, puis on les entend. Fait que j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là, puis ceux qui travaillent avec les enfants, les ados, là, qui ont cette patience-là, je leur lève mon chapeau. Ouais, ça va se développer avec l'expérience aussi. J'imagine. Moi, personnellement, j'ai pas d'enfants, mais tu sais, j'adore les enfants. Je veux dire, je vais aimer mes enfants. J'ai des neveux, des nièces. Je les adore. Mais trop d'enfants de gens que je connais pas en même temps. Fait que là,
t'es technicienne en loisirs. Oui. C'est les personnes âgées, ta clientèle. Ça ressemble à quoi une journée typique de ton travail? Une journée typique, toutes les journées se ressemblent pas, ce qui est le fun, mais ça se ressemble dans un sens, ce qui est le fun. Moi, c'est ça, c'est un peu des deux que j'aime. Fait que, tu sais, j'ai un horaire stable, que je peux moi-même modifier, c'est super, c'est le fun, mais en même temps, il faut que je fasse mes 8 heures par jour, 40 heures semaine, tu sais, c'est stable dans ce sens-là. Sauf que mes journées sont différentes dans le sens où, comme technicienne en loisirs, notre job principal, c'est d'organiser la programmation du CHSLD, la programmation de loisirs, bien sûr, du CHSLD. Donc ça, c'est la technicienne intervenante en loisirs qui décide de la programmation selon des directives ministérielles qui veulent, par exemple, que tu ailles des activités sportives, cognitives, puis tout ça. Puis selon aussi ta clientèle, bien sûr. Mais à partir de là, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, si c'est moi qui décide de mettre un bingo le mardi, puis de faire un jeu de cartes le mercredi, puis de jouer au badminton le jeudi. Donc, c'est dans ce sens-là que les journées se ressemblent pas. Puis c'est le fun parce que c'est moi qui décide un peu. T'sais, le ministère dit que tu dois faire une activité physique, mais après ça, c'est toi qui décides de quelle activité physique tu fais. Puis, les exigences, en fait, dans une journée, c'est qu'il y ait 2 activités par jour pour les résidents. Donc, moi, quand je rentre le matin, c'est souvent ma paperasse. Là. J'ai des contractuels qui m'appellent, des gens qui veulent venir comme faire de la zoothérapie, des musiciens qui viennent chanter au CHSLD selon les conditions là, sanitaires. Tout plein de choses à gérer en dehors des activités. Puis on fait une activité le matin de 10h30 à 11h30. Ensuite, c'est le dîner. Puis une activité l'après-midi aussi, de 2 à 3. Fait que ça, c'est ta job typique. Ouais. Mais maintenant, pour toi, quelle est ta mission auprès des aînés? Ma mission, c'est de leur donner une qualité de vie. Parce que, tu sais, dans le CHSLD, on va se le dire, sont là, c'est leur dernière maison, c'est leur dernière... leur dernier moment. C'est ça. J'en ai vu partir beaucoup de différentes façons. Tu sais, j'en ai vu qui étaient malades, qui sont partis. J'en ai vu qui sont partis du jour au lendemain, qui n'étaient pas nécessairement, tu sais... je me disais pas, par exemple, cette personne-là, je la verrais pas demain. Donc, moi, ma mission, c'est juste de qu'ils profitent, qu'il y ait un bon dernier moment, parce qu'on sait jamais c'est quand leur dernier moment. Puis si ça dure 3 ans, tant mieux, mais je me concentre vraiment d'apporter de la joie au jour le jour. Au jour le jour. Puis j'ai ce chapeau-là, puis j'ai ce caractère-là, pas ce personnage-là, que les gens, tu sais, ils sont comme, hey, ils savent, ils le voient un peu quand je suis pas là parce que, tu sais, je suis vraiment la personne qui saute partout, qui, ben, tu sais. T'es le loisir en je suis la folle, oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'aime, tu sais, dans la limite des choses aussi, tu sais, je suis pas là à niaiser, là, ça prend du sérieux aussi, mais tu sais, que ça soit pas juste les résidents, là, aussi avec les employés, tu sais, je fais toujours des blagues, je m'amuse avec les préposés, je m'amuse avec la secrétaire, je m'amuse un peu avec tous les employés, puis les résidents, puis juste d'avoir une ambiance moins CHSLD, moins hôpital. Justement, tu sais, là, la semaine passée, j'ai décoré pour l'automne tout le lobby. Quand tu rentres dans le CHSLD, il y a comme des citrouilles au plafond, puis j'ai mis des nappes, tu sais, c'est juste... Vivant. C'est ça ma mission, c'est un peu de... C'est ça, de rendre ça vivant, ouais. Comment vis-tu avec le fait que plusieurs de ces belles personnalités sont de passage dans ta vie, dans ta carrière? Je l'accepte. J'en ai pas parlé tantôt, je voulais en parler, je pense qu'on a juste pas eu l'occasion. Tu sais, des défis que j'ai eus pendant mes études. Moi, c'est pendant mes études en loisirs. Mon père est décédé en 2015. Oh. Donc, d'avoir vécu ça aussi... Puis de travailler dans un CHSLD, j'ai vécu la fin de vie de mon père. Il a été dans une maison palliative. Donc, ça m'a un peu
touché d'une façon spirituelle. Puis moi, je m'en suis quand même remis quand même d'une façon assez forte. Je dirais, dans ma famille, j'ai été celle qui l'a le mieux accepté puis mieux avancé avec. Même que, tu sais, ça... Je veux pas dire ça comme ça, mais ça m'a apporté de voir beaucoup de choses positivement, d'avoir vécu ça. Tu sais, j'ai vraiment... Ça a fait la switch sur beaucoup de choses. Personnellement, pour moi, j'avais des mauvaises fréquentations que j'ai laissé tomber comme vraiment après le décès de mon père, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui a fait le switch positif. Le fait d'avoir vécu le décès de mon père, puis d'avoir bien vécu ça, parce que lui aussi nous a bien préparés à ça. Mon père qui était toujours organisé dans sa vie, organisé jusqu'à la fin. Donc, j'ai eu des bonnes conversations avec mon père avant son décès, puis tout ça, ça m'a rendu saine. Puis j'ai vu... Moi, c'était la première fois que j'ai confronté la mort, en fait. Puis c'était mon père. Le fait de l'avoir bien vécu, je l'ai ensuite bien vécu avec tous les autres résidents que j'ai vus partir. Je comprenais que c'était pour le mieux. J'ai toujours vu ça comme une guérison d'un certain sens. Mm-hmm. Parce que moi, mon père est parti, il était malade, il avait un cancer. C'est sûr que si j'avais vécu les choses autrement, par exemple, que mon père avait été attaqué, qu'il avait eu un décès, un accident, ça m'aurait probablement plus traumatisée. J'aurais probablement vécu ça différemment. Mais... Tandis que là, tu l'as vécu, au fond, un soulagement pour lui aussi. Oui. Tu le répliques avec des aînés, tu veux pas, malgré tout le bien que toi et tes collègues infirmières préposés aux bénéficiaires font, comme tu l'as dit, en CHSLD, c'est leur dernière demeure, parce que justement, leur niveau d'autonomie diminue, fait comme ça te permet de voir la mort plus comme un passage, je dirais, de bien-être pour ces personnes-là. Ouais, en effet. Oui, puis tu sais, je trouve, moi qui a commencé cette semaine, justement, je trouve que des fois, tu les vois sont désemparés par leur situation, puis même eux, ils se sentent comme dans un incontrôle total. Ouais. Puis cet incontrôle-là qu'ils vivent, ben tu sais, moi, je me dis, j'aurais de la misère à vivre avec ça. Puis là, eux sont là, puis ça fait peut-être 1 an qu'ils vivent ça, ce sentiment d'incapacité-là, tu sais. Puis contrairement à une perte d'autonomie, là, si tu te dis, je le savais comment le faire. Fait que, tu sais, il y a comme une frustration derrière tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, ben, je pense que là, elle va être mieux, tu sais. Ouais. Donc, elle s'en va, elle va avoir un soulagement aussi d'une certaine façon que peut-être au quotidien, elle souffre aussi, là. Puis, moi, ce qui m'avait... Plus que la mort, ce qui me rend le plus... Ce qui me frustre, c'est la maladie. Tu sais, c'est ça qui... Moi, c'est ça qui me fâchait. C'est la maladie qui a emporté mon père qui m'a fâchée. C'est pas le fait que mon père soit parti nécessairement. Dans ce sens-là, j'étais soulagée pour lui de plus avoir cette souffrance-là. Mais c'est la maladie. Puis, tu sais, tu dis que dans la vie, là, c'est pas nous qui décident. Puis t'as bien beau vouloir décider, tu décides pas de grand-chose. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez rough que mon père ait un cancer parce que c'était quelqu'un de très en santé, là, comme physiquement. C'est pas quelqu'un qui fumait, c'est pas quelqu'un qui buvait, c'est quelqu'un qui faisait de l'exercice, beaucoup d'exercice avant d'aller travailler, toujours actif. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours vu la maladie un peu comme, tu sais, les gens qui prennent pas soin d'eux. Moi, mon père, il vivait aussi beaucoup de stress. Ça, on le voyait pas, mais ça a créé beaucoup de maladies aussi en dedans de lui qu'on voyait pas. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui m'ont ouvert l'esprit face à ça. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait ouvrir l'esprit sur beaucoup de choses. Puis là, je me suis dit, tu sais, il faut profiter de qu'est-ce qu'on a parce qu'on sait vraiment, on sait jamais. Puis pas de se stresser pour des niaiseries parce qu'on peut se rendre malade avec ça. On peut se rendre malade avec tout. J'espère que tu as apprécié cette première partie de podcast avec Myriam. Donc, si tu veux retrouver la deuxième partie, sera diffusée dans 2 semaines et on abordera davantage son métier dans les milieux d'hébergement.
Si tu veux en apprendre davantage sur le cosplay, sur les maquillages qu'elle fait, en fait, tu peux retrouver le lien de son Instagram juste en bas dans la biographie de cette vidéo. Donc, je te dis à dans 2 semaines. Passe une très belle semaine. Je t'envoie plein d'amour et à bientôt!